Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end. Alors on va faire un petit update au niveau des marchés US. On va commencer par le S&P 500 comme d'habitude. Donc actuellement, on est toujours dans la zone vraiment d'incertitude. Le range, vraiment la structure de range qui se trouve ici, bien évidemment une structure volatile où on a plusieurs nouvelles qui viennent fragiliser le marché. Donc là, actuellement, on ne peut pas dire qu'on est en tendance, hein. Donc c'est vrai qu'on est dans un marché plus complexe que quand on était en 2020 et 2021 où la tendance était fortement haussière. Donc c'était quand même assez simple. Bien évidemment, il y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté durant ces marchés-là. On recommençait aussi un début de cycle économique. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple dans un environnement tel quel. Maintenant, ce qu'on peut constater, c'est que bien évidemment, là, on sent que il y a comment dire, une structure qui se forme et une structure quand même assez complexe au niveau de l'incertitude. Donc pour l'instant, on peut voir qu'on a fait des plus bas ici. Donc maintenant, bien évidemment, la question est de savoir si on va refaire un nouveau plus bas. Là, on n'avait pas réussi vraiment à reprendre la tendance et à clôturer vraiment au-dessus de ces deux mèches-là qui nous feraient reprendre une tendance. Après, c'est vrai que même d'un point de vue économique, il n'y a pas forcément d'élan actuellement, de bonnes nouvelles, de catalyseurs qui nous permettent de reprendre. Donc, on reste toujours dans cette fragilité-là. On a la forme de ce qu'on appelle un dead cat bounce qui est en train de se former. Donc là, vous voyez ici, j'avais mis une petite photo ici, et vous voyez, donc on a la structure, donc la baisse, le rebond qui est sous-vendu à une clôture des shorts, la majorité des shorts, de tous les positionnements à la baisse, donc les ventes à découverte. Donc ça génère bien évidemment une grande poussée. Maintenant, est-ce qu'on a la forme d'un dead cat bounce, ça, qui est une figure de continuation baissière, d'une tendance baissière. Donc ça va être la question. C'est vrai que il serait bien d'avoir des bonnes nouvelles pour vraiment qu'on ait une reprise. Là, pour l'instant, il n'y a pas forcément de très bonnes nouvelles. Donc, la structure commence à être pratiquement intacte. Donc, elle sera vraiment intacte quand on aura cassé vraiment ce support ici. Donc là, pour moi, il y a quand même des probabilités à ce qu'on se dirige déjà dans un premier temps vers le dernier support, qu'on aille le retester. Et ensuite, on va voir si on va réussir à casser justement ce support-là. Donc là, si on casse ce support-là, pour moi, ça va être un peu, je pense, free fall, hein. C'est un petit peu, ça ressemble un petit peu, vous voyez, un petit peu à la structure qu'on peut constater ici, fin 2018. Donc là, on avait eu le dead cat bounce ici, hein, comme on peut constater. Donc voilà, la baisse, le petit rebond et la cassure du support qui a engendré vraiment une zone de vente majeure, de panic selling. Donc voilà, c'est pour ça qu'ici c'est pareil. Je pense que si on va casser ce support ici, ça sera un petit peu panic selling. Donc voilà, je suis quand même assez sceptique actuellement sur les marchés. Donc, je ne suis pas là en train de dire shorter le marché, bien évidemment. Ça, c'est à vous de gérer ce que vous voulez faire. Moi, je suis juste là en train de dire qu'il faut un petit peu plus gérer son positionnement et que ben, les risques sont un peu plus élevés actuellement. D'ailleurs, au niveau du VIX, ça se ressent. Le VIX, lui, si on va voyez, au niveau du daily, là actuellement, on a quand même des plus bas, plus hauts, hein, à chaque fois, comme vous pouvez constater, vous voyez ici, ici, ici. Donc un VIX qui est en tendance, c'est rare, euh, puisque ben, le VIX, généralement, c'est un indice de volatilité, donc c'est pas forcément quelque chose qui a vraiment de la tendance, hein, comme on peut constater. Mais là, on voit qu'il y a comme une zone de support en tendance qui est en train de se former. Donc là, on a clôturé juste un tout petit peu au-dessus de la moyenne mobile, actuellement 50 ici. Donc là, vous voyez, il y a des probabilités quand même qu'on continue, qu'on aille retester justement ces niveaux ici, vers les 35, 36, 37 là, surtout après la clôture de vendredi. Donc là, peut-être à court terme, on va avoir un petit léger rebond sur les indices et après, on ira tester le support et donc potentiellement ces niveaux ici. Mais là, on voit que la structure quand même est haussière aussi sur le VIX. Donc c'est pour ça qu'il faut être quand même assez vigilant. Alors l'une des raisons pardon, majeures pour les indices d'être baissiers vendredi, c'est alors, je vais voir ça. C'est ce qui se passe un petit peu sur le yuan. Donc, le yuan chinois par rapport au dollar US. Donc, là, j'ai mis la paire. Si vous allez au niveau du weekly, vous pouvez constater
que ça faisait un moment qu'on n'a pas eu une bougie comme ça, et c'est une grosse bougie quand même, et ça a eu un impact de, comment dire, sur le marché equity aux États-Unis, puisque bien évidemment tout est corrélé. Donc là, vous voyez qu'ici, actuellement, donc on a eu la grosse hausse qui était pendant aussi la hausse du marché equity. Et donc, attendez, je vais faire ça mieux parce que là, c'est pas du tout une trendline plutôt jolie. Non, pas du tout. Donc voilà, donc là, vous voyez, on a cassé, vous voyez, la tendance qui était ici. Et puis là, on a eu une grosse bougie baissière à peu près, je crois que c'était vendredi. On a fait au-delà des moins 2% à peu près. Donc c'est quand même énorme sur une semaine. C'est beaucoup. Et bien ça, en fait, ça favorise pas forcément les exportations US vers la Chine. Donc voilà, ça va pas forcément favoriser la demande extérieure pour comment dire, les compagnies US. Donc ça, c'est quand même, ça a eu un impact, bien évidemment. Vendredi, le marché a commencé à pricer cette information-là, parce que vous voyez, le One avait commencé à casser en début de semaine, donc à partir du 20. Et ben voilà, le marché a commencé à s'en rendre compte vraiment vendredi, avec un moins 2% sur les marchés aussi. Donc voilà, donc ça a un impact. Alors peut-être que ça peut un petit peu alléger l'inflation à court terme, étant donné que si ça allège un petit peu la demande, peut-être que ça va alléger bien évidemment l'inflation à court terme. Mais pour l'instant, ça c'est une des raisons pourquoi le marché a baissé vendredi. Au-delà de tout ce qu'on dit au niveau des taux, le pricing des taux ou what, voilà, ça c'était là l'information qui n'était pas encore totalement prise en compte pour les marchés, et là ils ont commencé à la prendre en compte. Donc vous voyez, là on peut le constater, ça avait commencé à baisser vraiment, donc là vous voyez mi-juillet, et donc fin 2018, on avait eu quand même pas mal comment dire, de fragilité sur les marchés US. Si on y revient, on peut aller voir. Hop. Vous voyez ici, fin 2018, ça a commencé en octobre, on a eu pas mal de fragilité par la suite. Donc là, on a un petit peu, pas totalement dans la même structure, mais un petit peu pareil aussi. Donc là, pour l'instant, il y a des probabilités d'aller chercher donc, le support ici. Et si ce support casse, là, ça va faire un petit peu un free fall, donc une baisse quand même assez, je pense, vers le prochain. Vous voyez ici, un petit gap ici qui est intéressant. Donc à peu près aller chercher vers les 3950, 3900 approximativement. Donc voilà, et puis là on va voir à peu près à partir de ce moment-là aussi qu'est-ce qui va se passer. Moi j'aimerais savoir s'il n'y a pas des insiders qui vont rentrer en position, parce que là on peut constater que même si le Nasdaq par exemple a baissé beaucoup, parce que lui il a beaucoup plus baissé le Nasdaq, il n'y a pas eu forcément d'insider qui est rentré, donc ça, pour eux ça n'a pas forcément... comment dire, ne sont pas forcément optimistes par rapport à ça, malgré que le Nasdaq avait corrigé quand même de 20%, ce qui n'est pas négligeable, mais voilà, on ne voit pas forcément de gros insiders qui rentrent en position actuellement, donc là c'est pareil au niveau du Nasdaq, on a quand même un support assez majeur. Alors aussi cette semaine, c'est une grosse semaine, puisqu'on attend les résultats financiers de grosses méga caps, parce on peut dire que vraiment les méga caps, ça retient pas mal les indices, on va pas se mentir. On a Facebook mercredi, on a Microsoft et Google mardi, donc après la clôture des marchés. Donc ça, c'est quand même des grosses sociétés qui ont une pondération quand même assez importante sur les indices. Ça représente plus de 20% des indices, que ce soit Amazon, Facebook, Google, Microsoft. C'est quand même des grosses compagnies. Donc voilà, et on a Amazon et Apple jeudi. Donc ça va être quand même une grosse semaine, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, on attend un catalyseur pour faire remonter le marché. Donc un catalyseur, ça peut être par exemple la Fed qui change d'avis, qui dit que finalement, elle ne va pas augmenter autant les taux qu'elle veut. Par exemple, ça peut être des attentes au niveau des résultats financiers qui sont vraiment au-delà des attentes, qui peuvent nous donner vraiment comment dire, une lueur d'espoir. Donc voilà. Donc c'est pour ça que là, actuellement, je pense que le marché attend aussi beaucoup derrière ces résultats-là. Et donc, on va en savoir plus après ça. Donc après, au niveau, on peut regarder un petit peu rapidement au niveau de quelques chiffres économiques. Donc là, actuellement, par exemple, si on peut regarder... faire un petit rappel. Donc là, on peut voir que tout ce qui est les revenus personnels réels, donc on peut voir qu'on est toujours sur la pente descendante, qu'on se rapproche de plus en plus d'un mois vers un autre, que le taux de variation est toujours, vous voyez ici, quand même baissier. Et donc là, on peut voir aussi que ça a un impact, bien évidemment, sur la consommation
réel. Donc là, vous voyez ici, au mois de mars, effectivement, ça a encore baissé à ce niveau-là. Donc ça, ce qui a un impact sur la consommation, à un moment donné, ça va avoir un impact bien évidemment sur la demande. Et quand la demande va réduire vraiment, quand elle va vraiment impacter la productivité, ben là, après la productivité, si la productivité baisse, ça va créer vraiment, comment dire, moins d'emplois, hein, parce que peut-être qu'il va y avoir des restructurations ou autres. Parce que qui dit baisse de productivité dit forcément peut-être il va falloir revoir son personnel et donc réduire l'effectif. Donc voilà. Donc là, vous voyez ici, on se rapproche. Donc le coïncident, en fait, bon, ça rassemble plusieurs éléments majeurs économiques, mais vous voyez ici, on est à 3,4%. On n'est pas encore proche forcément de zéro, mais on se rapproche progressivement. Donc là, on n'est pas vraiment encore très très proche, hein. Donc ça prend du temps d'arriver à ce niveau-là. Donc c'est vrai que tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, il n'y a pas forcément de risque imminent forcément de récession très rapide. Donc là, on se rapproche progressivement. Donc chaque élément, chaque catalyseur, chaque mauvaise nouvelle nous font rapprocher bien évidemment de cette ligne ici, puisqu'on est sur la pente descendante. Donc voilà, c'est à surveiller justement si on se rapproche de ce niveau ici. Alors aussi, la grosse nouvelle, comment dire, de la semaine, c'est que les taux réels sont repassés dans une zone positive. Donc c'est pas par rapport au taux d'inflation actuel à l'instant T, c'est vraiment le taux d'attente, comment dire, la différence se fait entre le taux 10 ans moins le taux d'attente d'inflation sur 10 ans. Donc on ne prend pas le taux actuel. Donc du coup ça nous donne, en fait on retourne dans une zone positive dans laquelle on n'était pas rendu depuis la crise du Covid. Donc voilà, donc ça peut aussi avoir un impact sur les marchés dans le sens où ça peut de plus en plus rendre les actions moins attractives puisqu'on retourne dans un environnement positif au niveau des taux réels. Donc ça peut aussi impacter bien évidemment les actions, surtout si le taux continue un petit peu encore de monter. Donc ça, c'est pas forcément aussi un élément catalyseur pour ce que le marché monte. Donc voilà. Après, au niveau du risque, on peut regarder, vous voyez, je regarde beaucoup de JNK pour tout ce qui est des obligations corporatives à haut rendement qui sont un peu plus risquées. Généralement, on utilise le ratio avec les obligations d'État, sauf qu'en fait, comme les obligations d'État sont vachement impactées par l'inflation, je trouve que c'est pas très utile actuellement de l'utiliser. Donc là, si on regarde au niveau justement de JNK, pardon, on peut voir qu'on est toujours en tendance baissière, hein, on est toujours avec des plus bas, hein, comme on peut constater ici, et des plus hauts actuellement toujours plus bas. Donc là, pour moi, ça présage toujours pas de risque on, hein, c'est-à-dire d'appétit de risque. Tant qu'il n'y a pas forcément d'appétit de risque, il n'y a pas forcément de flow qui rentre actuellement sur les marchés. Et donc ça n'encourage pas non plus, c'est pas forcément un catalyseur pour remonter. Donc je surveille ce ratio-là, hein, jusqu'à temps qu'il m'indique plusieurs choses, pardon. Mais on voit bien que pour l'instant, l'appétit du risque n'est pas au rendez-vous. Ça peut changer, hein, attention, hein. Donc on va voir les résultats ou autre, mais pour l'instant, c'est pas ce qui est dit. D'ailleurs, bien évidemment, dans un cycle où actuellement on était vraiment dans un cycle plus inflationniste, les commodités sont en train de superformer, bien évidemment, les marchés equity en général. Et donc, comme je l'expliquais à plusieurs reprises, on peut rentrer dans un cycle séculaire de vraiment à très long terme. Donc, quand par exemple le S&P sous-performe l'indice des commodités. Donc là, on a commencé, est-ce qu'on est en début de cycle? Et ces cycles peuvent durer, vous voyez, 9 ans, 11 ans, ça peut durer très longtemps. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gros cycles entre les grosses classes d'actifs comme les commodités ou le marché equity qui sont les actions. Et ces gros cycles-là sont à prendre en compte puisque, bien évidemment, là, on peut être en début de cycle, donc on peut être dans une tendance où le S&P 500 sur les prochaines années va sous-performer les commodités. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les commodités, ça rassemble l'énergie, ça rassemble les métaux industriels, les métaux précieux, les produits agricoles, donc ça ressemble tous ces éléments-là. Alors ça aussi, je voulais le montrer, c'est l'exposition equity, donc en action. Alors comme je le disais un petit peu
plus avant, je disais que effectivement les obligations n'étaient pas attractives et que les taux étaient dans un environnement négatif. Et maintenant, on est passé dans un environnement positif pour les taux réels au niveau des obligations. Et donc, ben là, ça peut commencer à avoir un impact sur le marché equity, puisqu'actuellement, l'equity qui sont les actions, les indices actions, était actuellement un petit peu la valeur refuge, on ne va pas se mentir, pour les marchés en général. Je dis pas les marchés, comment dire, c'est sûr, c'était pas les commodités comme eux, ils étaient vraiment en tendance, mais je parle de refuge, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément, l'indice du S&P 500, forcément, n'a pas forcément corrigé beaucoup. Il a corrigé 10%, mais c'est par rapport à, par exemple, le marché obligataire qui, lui, année à date, a corrigé de 20%, on est quand même à la moitié, donc c'est pas forcément beaucoup. Et donc, là, on peut voir que l'exposition, justement, equity, donc en action, est quand même encore élevée, alors que le sentiment, donc ça, le University of Michigan Consumer Sentiment, c'est un indicateur des ménages américains sur vraiment leur perception, comment dire, de leur consommation actuellement. Donc là, on peut voir que généralement, ça arrive quand on est déjà en récession, mais là, on n'est pas forcément en récession, on est déjà dans un sentiment très bas. Donc, actuellement, si la consommation réduit, à un moment donné, ça va avoir un impact sur, bien évidemment, la demande, et la demande va avoir un impact sur la production, et ainsi de suite. Donc là, il faut surveiller ça, parce que cet écart-là devrait commencer un petit peu à se réduire. Alors, est-ce que c'est l'equity qui va plus corriger? Alors, si effectivement les obligations deviennent un petit peu plus intéressantes, ben, le marché equity va commencer un petit peu à corriger. Et donc, on va avoir cet écart-là qui va réduire. Donc, vous voyez ici, probablement que en 2006, vous voyez, c'était un petit peu pareil. Hein, le marché était un petit peu, vous voyez ici, maintenu en 2006, 2007, 2008. Et ensuite, alors que comment dire, comment on appelle ça, le sentiment était assez bas, et puis ensuite on a eu, vous voyez ici, le marché equity est allé rejoindre le sentiment. Donc voilà, il faut quand même regarder ça et être vigilant. Comme je disais, il ne faut pas forcément shorter le marché. Je ne suis pas là en train d'inciter les gens à shorter le marché, je suis juste là en train de dire de faire quand même attention par rapport à son exposition, et garder un peu de cash aussi si les choses changent un petit peu. Donc c'est ça c'est quand même des éléments à prendre en compte, hein, parce qu'à date le marché equity a pas mal tenu, certainement aussi grâce au méga cap, donc parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont quand même beaucoup baissé aussi, hein. On peut voir aussi S5TH et le nombre de compagnies en dessous de leur moyenne mobile 200, on a quand même eu quand même beaucoup de compagnies qui ont baissé, mais sauf qu'on n'est pas allé forcément dans des niveaux très bas encore, hein. Donc vous voyez par exemple, hop, je vais mettre ça comme ça. Vous voyez, on peut aller jusqu'à 2, 3, donc il peut rester que 2 ou 3% des compagnies qui sont au-dessus de leur moyenne mobile 200. Hein. On peut aller très très bas, puisque là on est quand même encore assez haut sur comment dire, cet indicateur-là. Donc vous voyez, en 2018, pardon, on est descendu jusqu'à 12. En 2014, 2015 aussi, quand le marché était quand même pas mal aussi fragilisé, on est descendu jusqu'à 17, 15. Là, on est descendu jusqu'à 10. Là, ici, facilement jusqu'à 3 pour le Covid, 2, 3. Donc voilà. Donc là, on est quand même encore élevé, mais comme je disais, c'est pas mal retenu par les méga caps. Et cette semaine, on a les résultats de beaucoup de méga caps. Donc ça va être intéressant de voir la suite des choses, puisque bien évidemment, quand ce ratio-là tombe vraiment dans cette zone ici, là, comme en 2008 ou comme dans le Covid, ou même comme en 2018, généralement, on peut voir les insiders rentrer en position, et ça peut être de nouveau intéressant pour nous à très long terme. Donc voilà, donc ça c'est un ratio à surveiller. Sinon aussi, bon, au niveau du gold, le gold a été pas mal impacté par ce qui s'est passé au niveau des taux réels positifs qui sont repassés dans leur zone positive. Donc bien évidemment, et puis aussi le dollar qui continue de monter, puisque le dollar monte actuellement, puisqu'il y a une demande de dollars, puisque c'est une valeur aussi un petit peu refuge, et aussi le dollar c'est le cash, et si les gens passent cash, mais bien évidemment ça fait plus de dollars. Donc voilà, donc de toute façon le gold, tant qu'on maintient de toute manière ce support, ça va, mais on voit bien que ça a été pas mal fragilisé par le fait que les taux sont repassés dans un territoire positif.
Mais sinon, quand on regarde au niveau du mensuel, hein, on a toujours pour l'instant la Grand Cup and Handle qui est toujours en formation. Donc voilà, mais sauf qu'on n'arrive pas à casser ces niveaux ici pour l'instant et que c'est probablement tenu par le dollar, hein, comme je disais. Donc le dollar, il y a des probabilités à ce qu'on aille aller vers 104 maximum, 103 et encore, bon, peut-être qu'on peut aller plus haut, je ne sais pas. Ça aussi, là on peut voir qu'en 2001, on est allé quand même assez haut. 2001, 2000... Ouais, c'est ça, à peu près 2001. On est quand même monté jusqu'à 119. Donc, si on casse effectivement cette résistance ici, ça risque de quizer. Donc, ça va être, ça va avoir forcément un petit peu un impact sur, bien évidemment, le gold, la paire gold-dollar. Mais par contre, après, il y a d'autres, comme vous regardez, il y a d'autres gold suivant d'autres paires. Donc, si par exemple, on peut regarder le JPY, hop, le JPY, parce que le JPY a beaucoup baissé. Pour ceux qui ne le savent pas, étant donné que la politique accommodante du Japon fait baisser la monnaie. Et donc lui, par exemple, on peut voir, vous voyez qu'on a cassé ces derniers plus hauts là, et puis que c'est très haussier pour le gold en valeur JPY. Donc vous voyez, c'est pas forcément le gold qui baisse, c'est plus par rapport à la valeur dans laquelle on va trader le gold. Et donc lui, le gold JPY, lui, il monte très haut, mais c'est vrai que le gold en USD est lui, par contre, est pas mal retenu. Ça, on peut pas se mentir, à cause, bien évidemment, du dollar. Mais dès que le dollar va se dégonfler, ben, le gold, ça sera positif pour lui, et certainement aussi positif pour le Bitcoin. Le Bitcoin est déjà pas mal sensibilisé, comme je disais, par ce qu'on appelle le marché en général, hein, le marché, parce qu'il est corrélé pas mal au marché equity, donc le Nasdaq et le marché du S&P 500, hein, il y a une forte corrélation entre les deux marchés, ce qui fait qu'actuellement, c'est vrai que le Bitcoin, malheureusement, il suit ce qui se passe, c'est pas juste d'un point de vue technique, hein, c'est aussi dans l'environnement dans lequel il vit. Donc si l'environnement a affaibli le S&P 500 ou le Nasdaq ou autre, ça affaiblit un petit peu aussi le Bitcoin puisque l'appétit du risque n'est toujours pas encore au rendez-vous. Donc voilà, donc là on peut avoir aussi ce qu'on appelle un bear flag, c'est-à-dire bear flag la baisse et on a le drapeau qui se forme. Et le bear flag c'est une continuation comment dire, baissière. Mais bon, tant qu'on ne casse pas encore ce canal ici, on ne peut pas dire qu'il y a de continuation baissière actuellement, étant donné qu'on n'a pas encore vraiment cassé ce canal-là. Mais si le marché baisse, il y a des probabilités à ce que le Bitcoin baisse aussi. Donc, il faut surveiller quand même un petit peu, comme je disais, un petit peu l'appétit au risque. Hein. Donc, voir par rapport aux résultats qu'on va voir cette semaine, si on a de l'appétit au risque qui va revenir ou autre, ça peut être assez intéressant. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis nous, on se retrouve donc une prochaine fois.